Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Caleb, cofondateur des Super Dads, aujourd'hui avec un entrepreneur que je lise, que je trouve super inspirant, qui s'appelle Guillaume Bareil, qui il y a plusieurs années, je ne me rappelle plus exactement c'était quand, je pense que c'était durant la COVID, comme je te disais off-cam. Ça faisait quelques années que j'étais dans le domaine entrepreneurial. J'avais vu Guillaume un peu sur les médias sociaux, qui avait l'air d'un... En fait, à première vue, quand je le regardais, c'était une personne qui, de mon point de vue, ne semblait pas conventionnelle, simplement par son ouverture d'esprit, par sa vulnérabilité, son bon vivant. J'ai comme l'impression, souvent, quand on voit des entrepreneurs, on voit juste le bon côté des choses, on voit juste le fameux catching, le montant qu'il faut sortir, qu'est-ce que j'ai à vendre, puis c'est complètement une différente personne que je voyais. Puis je me rappelle, je suis dans le spa avec ma blonde, puis là, ça faisait comme 2-3 fois que je disais hey, « ça c'est Guillaume Bareil, il me connaît sûrement. » Puis là, j'ai fait quelque chose que j'ai souvent, on a des fois des occasions en or de pouvoir aller serrer la pince à quelqu'un puis dire hey, je te respecte, je te connais. Puis je suis fier de moi, en fait, d'être venu vers toi, Guillaume, parce que je pense que ça fait plusieurs années maintenant qu'on se courtoie. On ne se parle pas super régulièrement, mais chaque conversation qu'on a ensemble est vraiment une conversation qui me marque et qui m'aide énormément. Puis c'est pour ça, en fait, que je voulais avoir Guillaume aujourd'hui avec moi sur le podcast pour qu'il puisse venir nous partager un peu son histoire entrepreneuriale, personnelle, familiale, et ainsi de suite. Donc, Guillaume, si tu avais à te présenter en quelques phrases. La première chose que je suis, c'est un père. La deuxième chose que je suis, c'est un conjoint. Ensuite, je suis un fils. Puis, je suis un entrepreneur qui accompagne maintenant d'autres entrepreneurs de toutes sortes à littéralement, dans le fond, structurer leur vie et leur business pour que ça leur apporte la liberté de choix, que ça leur apporte le bien-être, puis que ça leur apporte la prospérité dans tous ses sens du terme. Ça se résume à ça. Puis ton parcours n'a pas commencé comme on peut le voir chez certains entrepreneurs qui, dès l'âge de 12 ans, commencent à acheter des machines à soda, à revendre, à faire des Gary Vee de ce monde, d'aller dans des ventes de garage puis de revendre des articles sur eBay, peu importe. J'aimerais ça qu'on creuse un peu dans ton histoire entrepreneuriale, mais quelque chose que je trouve encore plus intéressant parce qu'on est marqué par... Je pense qu'on devient la personne par une résultante des défis qu'on rencontre puis comment est-ce qu'on a été élevé, que tu reviennes même avant ça à ton upbringing puis comment est-ce que tu as été élevé dans ta jeunesse pour que par la suite, on puisse se diriger de ton parcours professionnel et entrepreneurial. Jeunesse très rapide, j'ai mes parents divorcés rapidement. Je suis un enfant unique. Donc, je les ai jamais connus ensemble, on va dire ça comme ça. Donc, beaucoup d'autonomie, puis beaucoup, seul, donc enfant unique, ça amène une saveur différente à la vie, on va dire ça comme ça. Ce qui a fait que j'ai développé vraiment la capacité à connecter avec les autres, qui sont des inconnus, des amis, etc., rapidement dans ma vie. Puis j'ai développé un leadership à travers le sport. Donc, moi, le sport a fait beaucoup partie de ma vie. J'ai été un joueur de hockey, capitaine, assistant capitaine. J'ai été un joueur de baseball, donc lanceur en plein centre du terrain. C'est drôle à dire, mais au hockey centre, ça fait que tu es au centre de l'équipe, tu es au centre du jeu. C'est un peu métaphorique, mais c'est quand même, ça me représente beaucoup. À l'école, problème parce que je suis toujours au centre des petites querelles. Quand j'ai des problèmes, je suis très bon, ça va très bien à l'école, mais parce que je suis toujours au centre de tout, parce que je suis un leader naturel, on va dire ça comme ça. Je l'ai découvert quand même assez jeune que ça venait avec beaucoup d'avantages puis des défis aussi. Famille, les deux fonctionnaires, donc les hôpitaux d'un bord puis la ville de l'autre, comme je dis toujours. Deux oncles, chacun de leur côté, qui sont entrepreneurs, mais je les côtoie très peu, voire pas. Fait que je comprends pas qu'ils sont entrepreneurs. En fait, je l'ai découvert à travers le temps. Ce qui fait que j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie autre que policier, vétérinaire, pompier, comme tous les jeunes enfants, jusqu'à ce que je découvre le golf et qu'au golf, je tombe accro, littéralement. Là, je joue, j'ai 14-15 ans, 13-14-15 ans à peu près. Puis, je joue tout le temps au golf. 2-18 trous par jour l'été. J'écris mes games, là, j'en joue genre 120 là, dans l'été. C'est complètement... Puis, ce qui fait que j'y vais souvent seul, sans mes petits amis, parce que les autres, ils jouent pas autant que moi.
Puis, je joins des foursomes. Donc, ils sont 3, j'embarque, ils sont 2, j'embarque. Et là, je découvre des entrepreneurs, des professionnels, des travailleurs autonomes, des juges, des avocats, des professionnels de toutes sortes qui, eux, peuvent jouer en plein milieu de la semaine au golf. Fait que là, moi, je m'en viens, le petit Guillaume, il est tout le temps là, fait que je frappe des balles avec eux autres, je vais sur le putting green avec eux autres, puis ça. Là, je découvre que la vie est possible, dans le fond, en dehors de ce que moi j'ai connu. Fait que ce qui fait qu'à 18 ans, je deviens entrepreneur pour la première fois avec une franchise de peintre étudiant. Puis ça a commencé comme ça. Ça, j'appelle ça ma première gifle entrepreneuriale. Fait que t'as comme eu la bénédiction de croire que c'était possible, puis de le voir à un jeune âge, avant même que tu tombes sur le marché du travail, puis que la seule chose que tu penses qui est possible, c'est de travailler de 9 à 5. Exact. Puis d'avoir ces limitations-là qui t'empêchent de faire ce que tu veux, puis d'avoir un peu la liberté que tu veux. Puis on va revenir sur ça parce que off-cam, on parlait un peu des défis que tu as aujourd'hui, où est-ce que tu as atteint en fait ce niveau-là, mais encore, ça nous apporte un autre type de défi qu'on a. Donc, par la suite, au niveau du parcours entrepreneurial, professionnel, pour te rendre au point où est-ce que tu l'es aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est déroulé? Ouais. Ben, 18 ans, première expérience, t'achètes une franchise finalement, t'as pas une scène. Donc, tu t'en vas emprunter à la banque, t'as un prêt de whatever, 5 000, tu t'en vas t'acheter de l'équipement pour peinturer, t'as jamais peinturé de ta vie, tu t'en vas dans les écoles engager des jeunes pour faire du porte-à-porte, ce qui est ton marketing, que tu n'as jamais fait. Tu t'en vas engager des peintres dans les écoles, à l'université, puis au collège, au cégep, collège, etc., que tu n'as jamais fait non plus. Tu fais ça du moment où tu es engagé ou que tu es accepté, mettons, pour avoir la franchise. Écoute, ta vie change drastiquement. Et c'est comme si les obligations, les moves sont tellement rapides, puis tu es tellement drillé pour tout faire ce que tu as à faire pour être prêt pour ta saison, parce qu'il il restait à peu près 5 mois avant de faire mes premiers contrats. T'sais. Fait que tu pars de 0 à 100%. Écoute, ta vie change instantanément. Fait que là, moi, j'appelle ça ma première gifle entrepreneuriale parce que ça a été extrêmement difficile. Là. Financièrement, j'ai fait presque 100 000 de contrats, mais payant des équipements, payant des employés, en sachant pas comment gérer de l'argent, avec des prêts, avec des taxes, avec tout ça en dedans de... Écoute, tu pars de littéralement 0 à tout ça en dedans de 5 mois. Fait que quand je suis sorti de cette expérience-là après 1 an, j'étais amoché comme une poule là, qui sort du poulailler. Là. Écoute, il restait plus beaucoup de plumes. Là. J'étais physiquement, émotionnellement, psychologiquement vraiment amoché, financièrement très amoché. Fait que là, je me suis retrouvé à faire ce que Rich Dad Poor Dad disait. Je lisais beaucoup déjà à ce moment-là, qui est « Va travailler pour apprendre à entreprendre ». Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis allé travailler dans une usine à Trois-Rivières où j'étais. Et à cause de cette expérience-là, ils m'ont engagé aux ressources humaines. Fait que là, je passais des entrevues constamment. Après ça, là, je n'étais pas mauvais. Fait qu'ils m'envoyaient dans les écoles faire des conférences pour attirer des employés. Après ça, ils me faisaient faire des visites d'usine pour faire venir des clients, etc., pour faire le tour de l'usine. Après ça, ils m'ont fait faire du marketing RH, des relations avec les écoles, bref. Fait que là, je me suis retrouvé rapidement à faire des ressources humaines, comprendre qu'est-ce que ça prenait pour engager des gens, etc., comment tu trouves des CV, comment tu tries les CV, comment tu gages les humains aussi, à 4 entrevues par jour pendant une couple d'années, tu commences à comprendre l'humain, à vendre avec le marketing, donc des postes, mais quand même, j'apprends à vendre beaucoup. Puis, fait que ça, c'est une super belle expérience. Après ça, je fais comme, bon, ben, là, maintenant, je sais vendre quand même pas si peu à cause que j'ai eu mon expérience entrepreneuriale. Je comprends les ressources humaines. Je comprends le marketing beaucoup davantage parce que j'ai appris beaucoup par moi-même. J'ai fait mon bac. J'ai fait ça avec cette usine. Et là, je fais comme, je comprends rien aux finances. Fait que là, je m'en vais travailler dans les banques. Donc, je suis engagé dans les banques à cause que à ce moment-là, j'ai 24 ans.
sais, puis j'ai une expérience de travail vraiment qui différencie des autres. Là, on s'entend, j'ai déjà été entrepreneur, j'ai eu plein d'expériences de travail avant d'être entrepreneur. Ça fait déjà une couple d'années que je suis en RH, marketing RH. Fait que là, conseiller finance personnelle, j'apprends à vendre vraiment beaucoup dans une industrie mature, gérer un pipeline, faire du service client, je comprends les finances, je deviens directeur d'une petite succursale, fait que là, j'apprends la gestion d'une équipe de vente, etc. Fait que ça, c'est toute l'expérience, on va dire, corpo, après la première expérience entrepreneuriale qui m'a permis d'aller chercher beaucoup de connaissances dans de multiples industries, dans plein de contextes différents, qui a fait que de soir, j'essayais des projets, puis à un moment donné, j'ai parti une entreprise de formation marketing pour chiropraticiens. Puis ça a tout de suite fonctionné. Fait que là, je suis devenu comme un overnight success, mais en ayant passé 8 à 10 ans assez rough. Là. Mm-hmm. Ouais. Tu parles en fait de Rich Dad Poor Dad, c'est un des livres super formateurs qui est aussi accessible. Right? Ouais. On pense qu'il y a beaucoup de livres d'entrepreneuriat qui est tellement complexe et tellement trop loin. Pourrais-tu, exemple, en quelques phrases, nous partager ta vision, ta perception, qu'est-ce que toi tu as retenu qui t'a apporté à prendre les choix de vie qui pourraient potentiellement aider, que ce soit un jeune, même une personne aujourd'hui qui souhaiterait potentiellement se lancer dans l'entrepreneuriat? Par rapport à Rich Dad Poor Dad spécifiquement? Entre autres. Ben, allons-y avec celui-là, puis je vais faire du pouce sur ce que je t'ai partagé, d'aller travailler en emploi dans le but d'apprendre à entreprendre. C'est vraiment, moi, ça a été une bénédiction en bout de ligne, tout ça, parce que ça m'a, tu sais, j'ai vraiment consciemment choisi ensuite les expériences de travail pour être capable de comprendre toutes les fonctions d'une entreprise. Tu sais, là, je sais pas si dans les autres entrepreneurs que tu as rencontrés, tu en as des fois qui vont être très bons, mettons, très rationnels, très bons en finance, fiscalité, comptabilité. Tu sais, ça, c'est sharp au bout, là, tu sais. Mm-hmm. Mais là, quand vient le temps de communiquer, faire du marketing, faire de la vente, là, c'est un peu plus tough, tu sais. T'as l'inverse, t'as les très charismatiques qui communiquent, qui vendent, ils font du marketing, c'est naturel. Le côté finance, c'est bordélique. Là, à un moment donné, vient le temps d'avoir des employés. Comment je les recrute? Qu'est-ce que j'ai besoin comme poste? Comment je les gère? Là, ils savent pas trop, tu sais. Puis là, après ça, ben, il y a toutes les spécificités dans chacune des fonctions, tu sais. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'aller tout apprendre ça en entreprise, d'être payé pour l'apprendre. Puis encore aujourd'hui, j'utilise pratiquement tout ce que j'ai appris dans ces expériences-là entre 20 et 30 ans à peu près. Je les utilise depuis que j'ai 28 ans, mettons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vais avoir 42 bientôt. Fait que, tu sais, si j'avais pas toutes ces expériences-là, honnêtement, j'aurais pas la vie et la carrière que j'ai eue puis que j'ai aujourd'hui, là. Mm-hmm. Fait que, aller travailler dans le but d'apprendre à entreprendre, je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai eu de Rich Dad Poor Dad. Mm-hmm. C'est de comprendre, en fait, que tu n'es pas obligé d'être un spécialiste quand tu es un entrepreneur. Je pense que c'est souvent l'erreur qu'on voit. Là. Tu sais, j'ai accumulé plusieurs diplômes parce que je me dis, bon, ben, le meilleur coach, le meilleur entraîneur va être celui qui va avoir le plus de connaissances. Mais encore à ce jour, malgré toutes les formations, les diplômes que j'ai aujourd'hui, j'utilise même pas 1% en fait des connaissances que j'ai pu acquérir. Right? Ouais. Juste dans le domaine du conditionnement physique, de la perte de poids, plus souvent qu'autrement, c'est pas la complexité du plan d'entraînement, la perfection de la structure alimentaire qui permet à quelqu'un en fait d'atteindre ses objectifs, mais c'est plutôt est-ce que tu as la capacité d'apporter cet individu à être constant, discipliné, motivé en tout temps. Right? Puis, je pense que la manière que tu l'expliques, c'est d'aller trouver une capacité de comprendre chacun des piliers importants, des départements importants, pour par la suite, en tant qu'entrepreneur, tu vas être apporté à gérer des membres de ton équipe, des employés, des contractants, pour pas nécessairement être capable de faire un meilleur job qu'eux, mais de comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis d'être capable de recruter les bonnes personnes, de les diriger dans la bonne direction. C'est un peu ce que je retiens de ce que tu partages. Ben, moi, j'utilise souvent cet exemple-là, puis j'espère que je vais bien l'expliquer pour que tout le monde comprenne. Là. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 1
dans la vie, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quoi, c'est pas de passer de 1 à 10, mettons. OK? Fait que je m'explique. Si tu n'as jamais fait, disons, d'entrevue en ressources humaines, OK? Prenons un de mes exemples. Tu n'en as jamais fait. Tu es à 0. Le plus dur puis le plus formateur, c'est d'en faire une. De l'autre côté de la première entrevue, tu vas comprendre tellement d'affaires sur « Oh, OK, c'est ça que ça prend quand j'appelle la personne, c'est comme ça qu'elle peut réagir. » Après ça, quand je lui propose un rendez-vous, « Oh, ça se peut que j'ai ces problèmes-là de disponibilité. Oh, ensuite de ça, quand elle arrive, ben là, je l'accueille comment? » Puis là, je lui parle comment? Je lui pose quelles questions? Elle réagit comment? Qu'est-ce qu'elle essaie de me bullshiter versus qu'est-ce qu'elle me dit comme vérité? Puis là, écoute, il y a une richesse d'informations derrière. Je l'ai faite une fois. Donc, quand tu te concentres quand même, on va dire, tu sais, dans la vingtaine principalement, à mon avis, là, entre 20 et 30 ans, là, des 0 à 1, là, plus que tu vas en faire, plus qu'après ça, quand les opportunités vont se présenter de 30 à 40, mettons, ou 30 à le reste de ta vie, puis que là, tu vas être entrepreneur, puis tu vas lancer tes projets, puis tout ça, tu vas pouvoir partir de 1 pour te rendre à 10. Tu comprends? Plutôt que de partir de 0 dans plein d'affaires, puis là, tu es overwhelmed, puis il y a tellement d'inconnus que tu ne sais pas où te garrocher. Tu comprends-tu? Absolument. Fait que c'est un peu ça, moi, que j'ai fait, puis que je suis vraiment content d'avoir fait. Puis évidemment, je ne comprenais pas tout ce que je viens de te dire à l'époque, mais c'est ma compréhension avec le recul. Tu t'es par la suite lancé, en fait, dans la spécialisation au niveau du marketing, puis on va revenir un peu sur ce que tu fais présentement. Puis, tu sais, une des aspects, puis je pense que lors des conversations, c'est un peu que j'ai le plus retenu des interactions qu'on a eues ensemble, c'est qu'il faut que tu comprennes l'humain avec qui tu travailles. Mm-hmm. Je pense que pour être capable de bien comprendre l'humain avec qui tu travailles, tu dois bien te comprendre puis te connaître toi-même. À travers ton parcours entrepreneurial, ton parcours de vie, qu'est-ce que tu as le plus appris de toi pour être capable de bien aider les autres quand tu es un infopreneur puis que tu es un entrepreneur? Oui. Dans le fond, honnêtement, le marketing, c'est ce que tout le monde veut. Et c'est pour ça, à l'époque, que je me suis positionné là-dedans. Encore une fois, c'était pas aussi conscient que ce que je viens de te dire, mais c'est ce que je sais maintenant. Les gens, encore aujourd'hui, viennent vers moi pour du marketing, pour de la visibilité, pour du copywriting, pour leur brand. Ils viennent vers moi pour que je les aide à grandir. Ça, c'est tout ce qu'ils veulent. Okay? Ou ce qu'ils pensent qu'ils veulent. C'est le besoin qu'ils identifient par eux-mêmes. Mais ça, c'est le tip of the iceberg. Là, ce qu'ils veulent vraiment en dessous, c'est se sentir bien au quotidien avec la paix d'esprit autant que possible, puis pas toujours être sous pression, sous stressé, puis occupé, débordé, puis sacrifier l'essentiel. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie, avoir la liberté de choix. Je peux vivre où je veux, faire ce que je veux, gérer mon horaire, mon quotidien, c'est moi qui décide ce qu'il y a dedans. Puis, ils veulent de l'argent pour carburer tout ce style de vie incroyable. C'est ce qu'ils veulent, les entrepreneurs. Mais ils arrivent avec, j'ai identifié le besoin qu'il faut que j'aille plus de clients, plus de ventes, plus de revenus, puis plus de visibilité. Ça, c'est ce qu'ils ont identifié comme besoin. Et pour arriver au bien-être, à la liberté, puis à la prospérité, c'est pas des problèmes marketing, c'est des problèmes humains la majorité du temps. Fait que dans le fond, moi, je suis un peu, tu viens pour le marketing, puis on va en faire, mais on va faire un maudit bon détour vers l'humain avant. Parce qu'il faut comprendre tellement de choses au niveau de comment tu fonctionnes, de qui tu es, de comment tu t'observes, comment tu te développes en tant qu'être humain pour faire un bon marketing, pour faire des bonnes ventes, pour faire un bon brand, pour rester dans le même projet ou changer de projet si c'est pas le bon projet. Donc, c'est ça, moi, que je fais. C'est viens pour le marketing, viens pour la croissance, puis on va y arriver, mais on va faire un détour vers l'humain. Puis faire le détour par l'humain, c'est-tu de comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement derrière les ventes, le marketing et ainsi de suite? Bien, en fait, je vais te donner un super bon exemple. OK? Tu es un entrepreneur, puis j'étais dans mon groupe privé ce matin, là, puis c'est ça qu'on a fait. OK? Les gens qui sont dans ce groupe-là, pour moi, en gros, je peux te dire que ce qu'ils veulent, c'est grosso modo mon style de vie. OK? C'est-à-dire travailler 3-4 belles petites journées par semaine, faire un super beau revenu avec un beau cash flow,
Puis, tu sais, pas se tracasser, là, puis être bien au quotidien, pouvoir avoir la paix d'esprit. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai du temps pour mes relations proches de moi, j'ai du temps pour ma mission, qui est mon travail, puis j'ai du temps pour mon énergie à tous les jours. Fait que, ils veulent ça. Fait que dans le fond, pour arriver à ça, ce que les gens vont penser souvent, ben, crème, ça me prend plus de clients, ça me prend plus d'argent, ça me prend plus, tu comprends? Il me manque des choses pour arriver à ça. Mais dans le fond, la réalité, c'est que si tu réalises que ce que tu veux, c'est du temps pour tes relations, du temps pour ton énergie, du temps pour te consacrer à une mission à tous les jours, j'ai une maudite bonne nouvelle pour toi. Tes relations, ils sont gratuites. Puis prendre soin de ton énergie, ça coûte 35$ un abonnement au gym. Puis si tu veux, tu peux aller dehors. Fait que là, on n'a pas de réelle excuse pour qu'au quotidien, prendre un bon bain, aller marcher en nature, lire un bon livre, ça coûte pas cher, là. Fait que dans le fond, c'est toutes des histoires qu'on se raconte. Fait que probablement qu'en ce moment, tu penses que tu manques de choses et que tu as besoin de plus, quand en fait, il faut que tu scrapes beaucoup de choses que tu penses. Fait que là, on revient à ouais, mais là, Guillaume, je veux quand même voyager, que mes enfants aient une bonne école, avoir une belle maison. OK, parfait. Ça coûte combien, ça? Puis je te le dis, là, moi, je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice, mais une méchante belle vie, là. Que, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui fait mon épicerie, qui me fait à manger pour la semaine, j'ai une femme de ménage, j'ai du monde qui s'occupe de tout à la maison, j'ai juste besoin de m'occuper de moi, puis de ma business, puis de ma famille. 20 000 par mois, là, c'est en masse. Puis je voyage 3-4 fois par année, tu sais, je te dis pas que je roule en Lamborghini, je te dis pas que... Mais c'est mon baseline. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais être entrepreneur, 20 000 par mois, ça se fait, là. Tu sais, je dis pas que c'est en claquant les doigts, je dis pas que c'est rien, je dis pas que c'est beaucoup, je dis juste que ça se fait, là. Tu sais, 1000$ par mois par client, c'est 20 clients. Je veux dire, ça se gère, là, tu sais. Fait que là, les gens réalisent, oh shit, dans le fond, tout ce que je pensais qu'il me manquait ou que je devais ajouter, dans le fond, on efface tout ça parce que c'était juste quelque chose que je pensais qui était nécessaire, mais dans le fond, j'en veux pas de tout ça. Mm-hmm. Si je revois mes priorités, que je découvre exactement ce que je veux, puis que je l'orchestre comme je veux, finalement, j'ai pas besoin de courir tant que ça. Mais c'est d'avoir la clarté, je pense, qui est l'élément que les personnes oublient de faire. Mm-hmm. D'avoir la clarté sur qu'est-ce que tu as besoin pour avoir ton mode de vie. Exact. Right? Puis si tu n'as pas une idée claire du budget, des dépenses, peu importe, et par la suite des actions que tu dois faire, tu vas en faire plus, tu vas en faire trop, puis tu vas tomber dans ce cercle vicieux-là de toujours courir après ta propre queue, puis de jamais être satisfait non plus de ce que tu as. Puis ça nous apporte en fait à parler un peu de la situation que tu as vécue au courant des dernières années, puis la business que tu as créée. Peux-tu, off-cam, on en parlait un peu là, des difficultés que tu as rencontrées d'avoir atteint le mode de vie que toute ta vie t'a chassé, puis maintenant de l'avoir atteint, de ne plus rien avoir à chasser, comment ça t'a affecté, puis quels sont les défis que tu as rencontrés à ce niveau-là? Dans le fond, si je le résume, puis tu vas voir, je le résume de façon très claire parce que j'ai eu à faire le travail psychologique pour le comprendre. De ma naissance jusqu'à, on va dire, mes 18 ans, j'étais un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Je veux dire, je faisais ce que les gens me disaient de faire. Okay? On va le résumer comme ça. À 18 ans, je suis devenu jeune adulte et entrepreneur en même temps, mais en gros, je suis parti de chez nous, j'étais dans l'appart, je me suis lancé en affaires, j'ai tout fait ça en même temps. Donc, de ce moment-là, jusqu'à, moi, je dis 28-30 ans là, dans mon cas, mais cette dizaine-là, là, jeune adulte, 18-20 ans jusqu'à 30 ans, souvent, ben, c'est début de carrière, recherche de carrière, essais, erreurs, etc. au niveau professionnel. Puis au niveau personnel, moi, dans mon cas, c'est souvent le cas, premier enfant, j'en ai 3, première maison, première expérience d'adulte, là, une après l'autre, là, tu te cours là, comme un fou. Fait que ça, c'est ta dizaine. Là, tu arrives souvent à 30 ans, tu es comme, oh, OK, là, c'est bon, j'ai couru, je sais plus ce que je veux faire dans ma carrière ou ce que je veux plus. Mon couple, bon, c'est-tu solide ou pas, j'ai-tu changé, whatever, mais je sais plus ce que je veux ou pas. Là, ta business, ben là, tu es plus équipé, tu as du stock, tu es capable tu as des expériences, tu as des compétences, tu es capable de créer quelque chose. Fait que là, 30 à 40, moi, ça a été la course à la carrière, la course à la réussite professionnelle.
Fait que là, j'ai essayé 1001 projets, j'ai fait des partenariats, j'ai lancé je ne sais pas combien d'offres, j'ai fait... Tu comprends, là, c'est ça la chasse. Fait que si tu regardes ça de mes 18 ans, que je suis devenu adulte, jusqu'à mes à peu près 40 ans, on va le résumer comme ça, là, j'ai couru pour attraper quelque chose parce qu'il me manquait. Il me manquait de l'argent, il me manquait un prochain projet, il me manquait un prochain partenaire. Puis là, tu sais, tu cours, tu te lèves chaque matin, tu sais tout le temps que tu cours après quelque chose. Là, tu sais. Parce que je pense que l'humain n'est pas compliqué. Il se lève le matin en allant quelque part, puis il rencontre des défis en y allant. Moi, je savais tout le temps où j'allais. Plus d'argent, plus de projets, bon, comme bien des entrepreneurs. Mais là, à un moment donné, je suis arrivé au point où, OK, moi, mon couple, ça va super bien depuis 20 ans. Mes enfants, ça va super bien. Ma maison est extraordinaire. Mon quartier est extraordinaire. Nos bureaux sont à la maison. J'ai de l'argent dans le compte de banque. J'ai des placements. Je voyage 3-4 fois par année. Plus que ça va être trop, tu sais, pour moi. Fait que là, t'es comme, ma réputation va bien, mon brand va bien, mes clients, ça va bien, mes offres vont bien. Après quoi? Là, je sers à quoi? Je cours après quoi maintenant? Qu'il me reste juste à en profiter. C'est quoi ça? C'est quoi apprendre à en profiter? Là? Pas personne qui t'apprend ça. Là. Fait que là, en plus, moi, c'est arrivé à 40 ans en plus, tu sais, à peu près. Là. Fait que là, c'est tout le questionnement de OK, fait que là, je fais-tu du copier-coller même encore pour l'autre moitié de ma vie, tu sais? Là, je me lance dans des gros projets là, pour oublier ce vide-là ou cet espace-là, pour ne pas apprendre à être bien là-dedans. Je vais le remplir. Fait que je vais faire des gros projets, puis là, on repart une équipe, on achète une business. Fait que là, tu as tout ce réflexe-là en toi de OK, je vais repousser toutes les émotions qui montent parce que là, j'ai de l'espace dans ma vie puis j'ai du vide. Je vais les repousser puis je vais m'occuper à lancer des projets. Ou, au contraire, je vais apprendre à vivre dans cet espace-là, cette légèreté-là, cette simplicité-là. Puis je vais laisser monter les émotions, puis je vais écrire dans un journal, puis je vais peut-être aller consulter, puis je vais redécouvrir c'est quoi vivre sans courir après quelque chose. Puis comment est-ce que tu vivais à travers ces défis-là? Tu sais, ça a été jour numéro 1, j'ai réalisé que je dois me trouver un autre purpose, je dois aller consulter, ou tu sais, tu as comme emmagasiné, puis tu l'as retenu. Parce que comme qu'on en parlait au début, c'est un problème de riches, on va se le dire. C'est un problème qui, pour plusieurs, apporte de la jalousie, puis apporte, première réaction, ben Guillaume, es-tu sérieux que tu as le problème de ne pas rien avoir à courir, que tu es capable de voyager aussi souvent, puis d'avoir un compte en banque qui est plein, puis de faire ce que tu veux? Qu'est-ce que ça t'a pris pour être capable de te rendre au point de l'accepter, d'en parler, de t'ouvrir pour le régler? Ben, tu sais, une personne qui dit des choses comme ça, mettons, qui juge ces propos-là, c'est une personne qui n'a pas vécu à répétition du lundi au vendredi tout seul à rien avoir à l'horaire. Puis avoir la jeunesse, l'énergie, etc. Tu sais, c'est cool la première semaine, un mois, t'es comme « Ah, OK, là, c'est beau, j'ai marché pas mal, là, puis j'ai fait du vélo de montagne, puis j'ai fait du roller, puis j'étais allé au gym, là, OK. » Fait que là, tu sais, puis là, tu sais, moi, dans le fond, physiquement, dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit cette réalité-là. Donc, à un moment donné, tu sais, ça devient un peu redondant. Puis là, pour répondre à ta question, c'est arrivé, la première fois, c'est arrivé autour de 36 ans, si je ne me trompe pas, là, dans ces années-là. J'avais vraiment volontairement organisé ma business. Écoute, je travaillais mardi, mercredi, jeudi. Puis après ça, j'avais congé. C'était juste 2 semaines plus tard que je refaisais mardi, mercredi, jeudi. 4 jours ou 14 jours? C'était 6 jours par mois. Ouais, c'est ça. 3 jours ou 14 jours, fait que 6 jours par mois. Ouais, c'est ça, bref. 6 jours par mois. Et honnêtement, là, comme je te dis, au début, c'était cool. Puis à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis auto-saboté. Dans le sens où j'ai commencé à me loader de nouveaux projets. J'ai commencé, dans le fond, des vieux patterns, là, de malbouffe, fumer, tout là, ça commençait à vouloir revenir, puis ça commençait même à rentrer dans ma vie, là, Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, c'est pas mieux, là, tant qu'à ça, ça marche pas, là. Je me suis pas libéré pour être malheureux, là.
Puis là, ben, à mesure que je me suis auto-saboté, j'ai rajouté des projets qui faisaient pas de sens. Je me suis rajouté de la difficulté, finalement, pour m'occuper. C'est ça qui est arrivé. Là. Parce que je voulais fuir l'espace qui était disponible. Fait que là, ça a fait quand même 2 ans, ça, là, parce qu'une fois que tu dis oui à des projets puis tu t'embourbes, là, tu ressors pas en claquant des doigts. Là, des projets entrepreneuriaux, quand tu as dit oui puis tu es dedans, tu sors pas du jour au lendemain. Là. Fait que là, ça a pris 2-3 ans pour que je me ressorte de ça, puis que là, je réapprivoise une nouvelle façon de voir les choses, qui est une optique de si je me structure aujourd'hui, c'est dans le but que ça puisse être une optimisation de structure pour le reste de ma vie. Fait que dans le fond, c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui, je travaille 3-4 jours semaine, mais des beaux blocs de 4-5 heures, de création, puis tout ça. Puis tous les jours, j'ai une activité où je vais prendre soin de mon énergie. Puis tous les jours, j'ai du temps pour ma famille, pour aller mener mes enfants à l'école, être là pour le déjeuner, aller les réveiller à tous les matins, tous les soirs être avec eux, ou disponible du moins. Fait que tu sais, c'est super équilibré. Puis ça me permet de le maintenir dans le long terme. Puis j'ai pas que du vide, tu sais. J'ai des petites contraintes qui me permettent un petit peu d'adrénaline, si on veut. Mm-hmm. Puis je peux rapidement te dire, le modèle que j'ai développé, c'est amour, mission, énergie. Fait que si à tous les jours, j'ai des blocs pour prendre soin de l'amour, c'est-à-dire les relations avec ma blonde, mes enfants, mes proches, mes amis, whatever. Tous les jours, j'ai du temps pour ma mission, puis tous les jours, j'ai du temps pour mon énergie. Si je fais ça jusqu'à la fin de ma vie, je peux pas me tromper. Mm-hmm. À travers ça, j'ai développé ce modèle-là que maintenant j'enseigne encore ce matin à ma gang. Mm-hmm. Tu l'enseignes aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle. Puis j'aimerais ça un peu que tu nous partages, il y a du bon comme qu'il y a du moins bon. Mm-hmm. Comment penses-tu en fait que l'intelligence artificielle va affecter la société, mm-hmm. les humains qui vivent dans cette société-là, si on a affaire fast-forward dans 5 ans? Ouais. En fait, encore une fois, je m'intéresse à l'intelligence artificielle au même titre que je m'intéresse au marketing à cause que je m'intéresse aux défis humains derrière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je développe des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre à l'humain de s'amplifier. Fait que je te donne la logique, c'est que si tu vas sur ChatGPT, prenons le plus populaire, puis tu écris, disons, tu es entrepreneur, tu veux créer du contenu, donne-moi des idées de contenu. Là, tu viens de... Ton cerveau, là, il est juste turned off. T'es passif presque comme si tu écoutais Netflix. Puis là, tu viens de demander à l'IA de te guider dans une direction puis de trouver un sens à ce que tu t'en allais faire. T'sais. Moi, ce que je fais, c'est que je développe mes trucs pour que l'IA pose des questions à l'utilisateur, comme un coach ou un mentor le ferait. Puis l'utilisateur, il faut qu'il réponde pour que ce soit aligné avec ce que lui, il veut faire. Tu comprends-tu? Fait que c'est plus une relation de coach, de mentor, de consultant qui stimule l'utilisateur à trouver ses propres réponses, mais il est guidé à faire des choses qu'il probablement ne sait pas comment faire. Fait que, je donne souvent un exemple, puis faisons un lien. OK, t'es comme, j'ai une belle business, mais je suis seul dans ce business-là, j'ai un peu d'argent, ça commence à bien aller, j'ai besoin d'une équipe. T'sais. Là, hey, qu'est-ce que j'ai besoin comme poste? Vers qui je me retourne pour le savoir? Comment je trouve ces personnes-là? La description de poste, comment je la fais? Les attentes envers cette personne-là une fois qu'elle est là? Comment je la gère? Comment je fais? C'est quoi les réunions qu'il faut que je fasse après? Bon, on s'entend, c'est toute une panoplie de problèmes supplémentaires. Et moi, j'ai développé des maîtres IA, que j'appelle. Fait que là, le premier, c'est quoi les rôles-clés que tu as besoin? Fait que là, tu cliques sur on commence sur le truc, puis là, il te pose plein de questions. C'est quoi ta business? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que en ce moment tu fais? Puis là, il te pose plein de questions pour que tu identifies toi-même, en étant accompagné avec l'IA, c'est quoi les rôles-clés que tu vas avoir besoin dans ton équipe? Tu commences par lequel? Parfait, celui-là, il y en a un autre, c'est comment tu décris un poste. Comment tu crées un poste? Bon, parfait, voici que. Il te pose des questions. Voici comment tu pourrais créer ton poste, les attentes, le salaire, le ci, le ça. Fait que là, il t'aide à faire ça. Fait que moi, c'est ce que je fais. Je développe, dans le fond, les IA qui vont amplifier l'humain puis qui vont lui permettre d'avancer puis d'évoluer sans les contraintes financières
souvent parce que les experts ne sont pas tous accessibles. Puis sans le je sais pas comment faire, tu sais. Bon, c'est un peu ma logique. Puis j'ai une couple de règles, tu sais, que je commence à voir, dont la plus importante, c'est humain, IA, humain. Fait que moi, je dis tout le temps, commence par écrire dans ton journal, dans ton Google Doc toi-même, réfléchis par toi-même. Au moins, là, l'idée initiale, là, fais un 20-25%. Tu sais. Après, utilise l'IA pour que ce soit plus clair, je veux dire, pour finir ton idée, voir plus large, être challengé, whatever. Puis, à la fin, reprends le truc, puis édite-le, rends-le à ta sauce, enlève des choses, ajoute des choses, utilise tes mots, ta personnalité, puis termine, toi, comme être humain, le truc. Fait que, dans le fond, ça devient la même chose que si tu avais le classique, là, un stagiaire, un employé. Tu lui donnes la directive, la vision, ce que tu as pensé, tes idées. Tu lui dis, OK, pars avec ça, fais-moi ça un bout, tu me reviendras demain, puis on va le terminer ensemble. Tu sais, c'est un peu la même logique. Là. Fait que c'est de comprendre la différence que l'intelligence artificielle. Si tu l'utilises pour te remplacer, tu ne vas pas être capable d'aller chercher le même output que tu voudrais. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur ChatGPT, vont poser une question, puis on le sait, là, même il y a des études qui ont été démontrées. Moi-même, j'en suis peut-être la preuve, peut-être que j'ai été étudié à ce niveau-là, où est-ce que la seconde que j'ai un téléphone intelligent, j'ai commencé à utiliser le GPS, puis mon sens de l'orientation, même pour me rendre à Sherbrooke, où est-ce que j'ai vécu pendant 18 ans, que je suis déménagé il y a peut-être 10 ans de ça, ben, ça me prend un GPS maintenant pour même aller chez ma mère. Tu sais, prendre l'autoroute, te rendre jusqu'à ce point-là. Donc, quels sont, si exemple, on parle de la prochaine génération, de tes enfants qui, eux, vont avoir accès à toute cette panoplie de surcharge d'informations, de robots qui vont faire la job à leur place. C'est à te projeter quels sont les défis que tu crois que tes enfants et que la prochaine génération va passer à travers n'apprennent pas à utiliser correctement l'intelligence artificielle. Mais moi, je pense que le plus gros défi qu'on va vivre comme être humain, c'est un défi de sens. Parce que, dans le fond, si tu demandes à quelqu'un, qui es-tu, ils vont te répondre ce qu'ils font. Donc, l'humain se reconnaît beaucoup par le faire, par ce qu'on fait, par ce qu'on accomplit, par les actions qu'on pose, par ce qu'il y a dans notre calendrier. Puis, ça nous permet de donner un sens à notre existence, on s'entend. Puis c'est pas un jugement que je dis, c'est juste, c'est comme ça qu'on est. Parce que c'est bien beau, il y a bien du monde qui vont te dire oui, mais t'as pas besoin de prouver ta valeur par le faire, tu peux le faire par l'être. Ouais, OK, mais j'en vois pas beaucoup des humains qui ne font qu'être au quotidien. Là. Des humains, ils font au quotidien, ils exécutent des projets, tu comprends? Les humains, ils sont des êtres de faire en ce moment. Fait que là, ce qui va être le défi, c'est un peu le même défi, tu sais, que, je veux dire, si on recule, moi, j'aime bien ça écouter des émissions, mettons, des années 1600, 1800, etc. Ce monde-là, des fois, je me dis, OK, moi, je suis en train de les regarder sur Netflix, puis c'est ça que je fais de ma soirée en ce moment. Les autres, ils faisaient quoi? Tu sais? Ils lisaient, ils se retrouvaient autour d'un feu, ou ils étaient tout seuls. Je sais pas ce qu'ils faisaient, bref. Mais là, maintenant, nous autres, on vit ça. Nos enfants vont vivre une autre époque, une autre réalité. Puis ils vont se poser la même question que des fois, moi, je me pose devant ma télé le soir, tu sais, à dire, OK, qu'est-ce que je fais à soir? Tu sais? Et là, ils vont se poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que, puis ça va être jour après jour, parce que là, il y a tellement de choses que l'IA va permettre de faire beaucoup plus rapidement, ou tellement de choses qui n'auront même plus la pertinence d'être, que les gens qui aujourd'hui se lèvent le matin, punch in, punch out, tu sais, qui rentrent travailler, le clic à gauche, clic à droite toute la journée, prend un téléphone, 2 téléphones, rencontre une personne, etc. Ça va, ce que l'humain va faire de ça va réduire à travers le temps. Fait que là, si la personne a moins de choses à faire ou que carrément elle devient non pertinente, il va avoir la question de, OK, c'est quoi être bien si je ne fais rien? Ça va être un maudit challenge parce qu'il y en a beaucoup que c'est je me lève à tous les matins à 6 heures, je déjeune, je fais mon café, je fais 1 heure de route, punch in, fais ce que j'ai à faire mécaniquement au quotidien, punch out, 1 heure de route, j'arrive à la maison, on prend un bon souper, prends ma batte 50, m'assis sur le divan, regarde le hockey, me couche,
je recommence demain matin, 2 fois par année, je m'en vais à Cuba, puis whatever, je prends mes vacances d'été, puis ils sont bien là-dedans. Mais là, ces personnes-là, est-ce qu'ils vont, puis c'est pas encore du jugement que je dis, là, il y a plein de profils différents dans ce que je viens de dire, là. J'en suis un, je suis un peu de même, là. Fait que là, si tu n'es plus pertinent ou que ce que tu fais, toi, là, punch in, punch out au quotidien, mécaniquement, il n'existe plus, là, parce qu'il n'est plus pertinent dans le nouveau monde, là. Tous ces gens-là, ils vont-tu avoir la créativité, l'audace, le sens de se réinventer, d'apprendre à peut-être, il y a du monde là-dedans là, que va falloir qu'ils commencent par apprendre à utiliser un courriel là, avant d'utiliser ChatGPT. Fait que c'est ça, moi, qui me fait craindre le plus, c'est tous ces gens-là qui ont un sens à leur vie par le faire, comment ils vont arriver à transiter vers être bien en étant tout simplement quelqu'un, avec l'être, et est-ce qu'ils vont avoir l'esprit créatif de se réinventer puis de devenir un être humain qui crée de la valeur? Ça va être tough. Puis même avant même de voir l'évolution de l'intelligence artificielle, on a pu le voir chez les dernières générations. Est-ce que sûrement que dans ton temps, ordinateur, ça ne faisait pas partie, en fait, là, de ta maisonnée. Écouter la TV, c'était plus aller jouer au hockey. Je me rappelle quand j'étais jeune, on arrivait chez nous avec mon frère, on partait à patinoire. On passait des soirées à patinoire. Puis plus que le temps avance, plus qu'on voit, en fait, que les jeunes sont attirés par la technologie. Comment est-ce que toi, en tant que père, en tant qu'entrepreneur qui travaille directement avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là avec tes enfants? Puis comment vas-tu tenter de les diriger dans la bonne direction dans les années à venir pour pas qu'ils tombent dans un sens de... dans le manque de sens, comme tu l'expliques? Ouais. Mais tu sais, la vraie question, là, c'est quoi la bonne direction? Tu sais, parce que pense-y, là, mettons que ma grand-mère ou mon grand-père regarderait ce que moi je fais dans une journée, là, qui est en gros rencontrer du monde sur mon ordi, jaser, coacher, accompagner, mais mon grand-père, il dirait que je jase, là, tu sais. Puis même mon père, il comprend pas ce que je fais, là, tu sais. Puis aller sur ChatGPT, écrire des textes, publier ça sur les médias sociaux, partir, aller au gym à 2h l'après-midi, revenir aller chercher mes enfants, leur faire à souper. Il me regarderait aller, puis il serait comme... hey, moi, j'étais sur ma pelle loader, mon petit gars, puis je travaillais 14 heures par jour, puis je créais quelque chose, puis j'ai fait des routes, moi, puis tu comprends? Fait que, est-ce que selon mon grand-père, je suis dans la bonne direction? Après ça, est-ce que selon mon père, je suis dans la bonne direction? Fait que moi, quand je regarde mes enfants, je suis comme, mais ça va être quoi leur bonne direction dans ce qu'ils vont vivre comme époque, comme génération, comme société? Tu sais, je veux dire, ils vont vivre dans une société où l'intelligence artificielle est partout. Je sais pas ce que c'est. Eux non plus. On va tout l'apprendre en cours de route. Mais autant ça que là, aujourd'hui, on va dire la technologie, de vouloir toujours intervenir, puis de les contraindre, puis de les limiter, puis de... Je suis comme... Je le fais à peu près comme... je leur dis que c'est pas bien de fumer un joint puis de boire trop d'alcool, tu sais. Pour moi, c'est un comportement addictif que je fais mon possible comme père, que eux comprennent leur comportement puis qu'ils prennent leurs propres décisions. Est-ce que c'est facile? Écoute, non, là, c'est extrêmement difficile. Puis des fois, je m'aperçois que, puis tu vas le savoir avec tes enfants à un moment donné, je te souhaite de le réaliser le plus vite que trop tard. Ce qui vient nous chercher le plus, c'est les comportements miroirs de nos enfants. Ça, c'est ceux qui nous mettent le plus en tabarnak. Parce que si mon enfant, en ce moment, il se pogne le beigne puis il procrastine parce qu'il est sur TikTok, Netflix, whatever, puis il est couché puis il fait pas ce qu'il a à faire, ça me met en maudit parce que quand moi, je le fais, je sais que c'est pas la bonne chose. Mais des fois, je le fais. Tu comprends? Parce que je suis aussi un humain qui est en train d'évoluer dans cette nouvelle réalité-là. Et moi aussi, j'essaie de trouver mon juste milieu, mon équilibre, etc. Puis, tu sais, je peux pas demander à mon enfant qui vient de passer sa journée complète à l'école avec des gens, à faire du sport, à bouger, à être intellectuel et tout, qui arrive, qui s'installe pour écouter une série Netflix. Je peux-tu vraiment y en vouloir quand moi, j'ai passé ma journée sur mon ordi?
Tu sais, c'est comme, oui, mais moi, c'est pour le travail. Ouais, mais en même temps, je suis sur mon ordi pareil. Tu sais. C'est comme, c'est tellement flou. C'est quoi la bonne direction? Que c'est ça qui est le plus challengeant, je pense, de OK, c'est quoi le bien et le mal dans tout ça? Tu sais? Parce qu'en même temps, mes filles, là, je pars, tu sais bien qu'il faut falloir que tu m'arrêtes à un moment donné, moi, là, parce que quand tu me poses une question, je pars. Mais en même temps, mes filles, des fois, ils descendent en bas ensemble, là, puis ils ont leur téléphone, puis là, ils mettent ça sur, ils prennent une bouteille, puis ils accotent ça là, puis ils se mettent à cuisiner. Ils font une recette qu'ils ont vue sur TikTok, là, tu comprends? Mais ils n'auraient peut-être jamais fait ça sans TikTok, tu comprends? Ouais. Fait que là, ça, c'est-tu bien ou c'est mal? Des fois, ils prennent des modèles à dessin, puis ils se mettent à dessiner. T'es comme, ouais, j'aimerais ça qu'ils enlèvent la technologie, ouais, mais en même temps, la technologie leur permet de dessiner. Tu sais. En tout cas, fait que c'est tellement difficile, là. C'est le comportement addictif, je pense, qui est le plus gros danger. Ce que je réalise de ce que tu me partages, c'est que avec la future génération qui va être bombardée d'informations puis que leur vie va potentiellement être facilitée par l'intelligence artificielle, c'est qu'on se doit d'élever des enfants, des humains qui vont avoir la capacité de faire des introspections, de se poser ces questions-là. Tu disais tantôt, qu'est-ce qui est la bonne direction? Mais je pense que la première étape, c'est de se poser la question. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne se la posent pas. Que les parents vont les guider dans une direction qui pensent que eux, c'est la bonne, mais dans 10 ans, dans 20 ans, la réalité de nos enfants, de la prochaine génération, va tellement être différente que si on n'a pas aidé nos enfants à eux-mêmes être capables de faire leur propre choix à travers de l'introspection, de la responsabilisation, un genre d'éveil, ben, ils vont finir par tomber dans une direction qui n'est peut-être pas la mauvaise direction, mais qui n'est peut-être pas la direction qu'ils souhaitaient, eux. Ouais. Tout le monde est apporté à faire ses propres choix. Je pense que la direction que tu prends en ce moment, de mon point de vue, c'est peut-être la bonne, ou ça se peut que ce soit la mauvaise, mais si tu le fais, c'est parce que toi, tu crois que c'est la bonne. Je pense que le principe universel devient assez simple à comprendre, mais très difficile en exécution, on va dire ça comme ça. C'est que tant que tu demeures conscient en tant qu'être humain de pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu es ce que tu es, tes émotions vont comment en ce moment, ton énergie physique va comment en ce moment, ton mental va comment en ce moment, qu'est-ce qui nuit, qu'est-ce qui aide, puis comment tu jauges à travers ça, tu demeures un humain en maîtrise, solide sur ses deux pattes, qui va pouvoir être exposé à toute l'information du monde, à tous les développements technologiques du monde, malheureusement à toutes les guerres du monde, en te disant, mais tu sais quoi, moi dans tout ça, je sais comment moi je me sens, je sais comment mon mental va, je sais comment mes émotions vont. Tu sais, dans le fond, c'est émotionnel, physique et mental principalement. Puis je sais que, regarde, je suis mieux de ne pas m'exposer à ça, je suis mieux de ne pas faire ça, je suis mieux de... Puis quand que, je pars en dérape, c'est parce que je suis dans un comportement addictif. Puis lorsque je suis capable de voir mon comportement addictif, je suis aussi capable, parce que je l'ai observé puis que je l'ai consciemment vu, mon comportement, je suis aussi capable de le renverser. Puis, mettons, moi je dis souvent, la création, c'est extraordinaire comme entrepreneur, la créativité, la création, mais ça peut aussi devenir un comportement addictif. Donc, même les comportements jugés bien par la société peuvent devenir des comportements addictifs. Le gym, la même chose. Tu peux fuir ta vie en tabarouette en allant au gym tout le temps. Là. Tu peux passer tout droit, puis ça peut devenir un comportement addictif de fuite de ta réalité quotidienne, de tes relations, de whatever. Évidemment, il faut y aller, mais comme mon grand-père disait, too much of a good thing is a bad thing, parce que ça devient un comportement addictif. La technologie, c'est la même chose. Les highs, c'est la même chose. Les médias sociaux, c'est la même chose. Tout dans la vie peut devenir addictif. Puis dis-moi, quel est le rôle d'un père, de ta perspective, dans le fait d'aider ses enfants à ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là? C'est définitivement ma perspective, parce que j'ai pas trouvé le playbook parfait du père. Là. Puis là, honnêtement, c'est aussi de par mes compétences puis mon expérience professionnelle, on va dire, mais je pense que tu as le rôle d'être un peu comme un coach, dans le sens où poser les bonnes questions,
faire réfléchir ton enfant sur ce qu'il veut, pas ce que tu veux. S'il y avait une chose que j'ai compris, c'est que je peux rien imposer à mes enfants. mais le même résultat peut se produire si c'est de eux que ça vient, tu comprends? Mm-hmm. Fait que je pense vraiment que c'est le plus tôt possible comment je peux être le coach de mes enfants pour qu'ils puissent être capables de prendre des bonnes décisions par eux-mêmes, poser des bonnes actions par eux-mêmes, s'observer par eux-mêmes, naviguer la vie par eux-mêmes. Puis toi, tu es là pour juste faire monter les bonnes informations au bon moment. Puis après ça, il faut qu'ils soient autonomes là-dedans. Je vais te donner un des exemples là, que tu vas vivre puis que tous les pères vivent. Là, c'est « Papa, peux-tu aller à telle place samedi? » « Ah non, c'est pas possible. Tu viens de t'embarquer dans un cauchemar. » Tu comprends? C'est sûr que toi, dans ta tête, ce qui vient de se passer, c'est « Non, elle peut pas y aller samedi parce qu'on a un souper avec les grands-parents. Puis ton frère, il a du hockey le matin. Fait que là, moi, je vais être pris à faire le taxi, puis ta mère est partie. » Bon. Fait que non, c'est pas possible. Tu comprends? Toi, c'est ça qui vient de se passer dans ta tête. Là, tu peux pas dire à ton enfant, puis c'est ça qu'on veut faire, bien souvent, juste lui dire « Non, c'est pas possible. » Puis garde votant, puis comme les anciens, peut-être l'ancienne, je suis ton père, écoute-moi. Je t'annonce que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, on dirait aujourd'hui, puis c'est bien correct. Fait que dans le fond, là, c'est de dire « Oh, OK, tu vas aller chez ton ami, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça implique comme déplacement, s'il te plaît? » Ah, ben, il faudrait que tu viennes me mener, mais elle pourrait venir me remener. OK. Ce serait quoi les heures à peu près? Ah, je sais pas. Ben, reviens-moi avec des heures. Ah, ce serait telle heure. Parfait. Puis là, tu couches-tu là? As-tu besoin d'argent? Combien ça va coûter? Vous allez aller où? Puis comment, tu comprends? De poser plein de questions. Puis moi, depuis que je fais ces choses-là, là, j'ai plus besoin de dire non là, la majorité du temps. Ben, des fois, là, c'est comme « Ah, c'est beau, finalement, papa, ça marche pas. J'ai pensé à ça, là, puis ça marchera pas. » J'ai pas eu besoin de te dire non. Je t'ai juste posé des bonnes questions pour que tu comprennes tout le contexte autour de ta demande, puis que tu évalues comme il faut le truc. Puis après ça, prends ta décision. Je veux dire, moi, je peux pas être amené en bout de ligne. Trouve-toi une solution, puis tu pourras faire ta soirée. En tout cas. Mais c'est formateur parce que plus tard, eux également auront le même réflexe que de se questionner. Puis c'est exactement ce qu'on discutait tantôt. C'est que dans la prochaine génération, quand ils vont être apportés à avoir tellement d'informations, puis pas savoir par où passer, qu'est-ce qui est bon, du moins bon, puis même ChatGPT va te faire une certaine suggestion. Si tu apprends pour du cash sans faire tes propres recherches ou lui poser la bonne question, parce que la réponse t'apporte carrément ailleurs. Ouais. Mais si tu as la capacité d'éduquer puis d'enseigner à tes enfants à se responsabiliser, à faire de l'introspection, à se questionner, je pense que tu viens créer un réflexe qu'eux vont garder longtemps. Oui, exact. On a fait la même chose au niveau de l'argent en passant. À un moment donné, tu arrives au point où tes enfants ils commencent à avoir des besoins. Ouais. C'est encore pire avec la technologie dans le sens où là, en plus, ils sont exposés à plein de brands, puis les brands sont forts, fait qu'ils créent un très fort désir. Fait que là, tu sais, moi, à un moment donné, on a dit aux enfants, regarde, c'est pas compliqué. Tous tes besoins essentiels, inquiète-toi pas, on s'en occupe. Tu vas manger, tu vas être bien habillé. Tout ça, là, inquiète-toi pas. La bonne base, même une base qui est assez intéressante pour la majorité des gens, là, est là. Maintenant, tous tes désirs qui ne sont pas des besoins. Nous autres, on te met un peu d'argent dans un compte, puis tes grands-parents t'en donnent à Noël, puis tout ça. Bref, si tu veux faire des petits projets, là, on les amène des fois à faire des petits projets. Ça, c'est ton argent. Tous tes désirs, c'est ton argent. C'est avec ton argent que tu payes ça. Puis là, bien, évidemment, au début, ce qu'on a fait, c'est que c'était nous qui mettions le compte en fiducie. Bref, c'est un détail, mais fait qu'il fallait qu'ils nous posent la question avant d'aller acheter le désir. Tu comprends? On n'était pas là pour faire un gatekeeper, juste pour poser 2-3 questions avant. Fait que là, « Hey, papa, j'aimerais ça acheter ces écouteurs-là. » OK. Donc, est-ce que tu as déjà des écouteurs? Oui. Pourquoi tu veux ceux-là? Ah, ils sont meilleurs. Là. OK, parfait. Juste pour que tu comprennes, les écouteurs que tu veux, ça veut dire que tout l'argent que tu as en ce moment, il y en a la moitié qui va partir. Es-tu certaine que tu veux ces écouteurs-là? Ouais, je vais prendre un peu de temps pour y réfléchir. Fait que là, des fois, c'est oui. Parfait, tu es consciente que c'est la moitié de l'argent. Fait que là, pour tout le reste de l'année, il ne te reste plus beaucoup d'argent.
Fait que, tu sais, t'as amené cette logique-là, ce qui fait que maintenant, mes enfants arrivent souvent avec j'ai un désir, mais ils se posent des questions, puis des fois, ils reviennent après j'y ai pensé, puis finalement, je veux garder mon argent. Tu t'imagines-tu si à chaque fois, je devais dire oui ou non, puis négocier, puis fait que ça a été une autre super belle leçon on a fini par mettre en place à un moment donné, c'est de leur redonner cette autonomie-là de garde. T'en as de l'argent, comme moi j'en ai, on n'a pas les mêmes budgets, mais c'est proportionnel. Puis tu dois prendre des décisions comme nous autres, oui ou non, puis pourquoi, puis ça a amené une super belle autonomie, puis tellement moins de discorde au niveau de l'argent et des désirs. Là. Quel âge ont tes enfants? 15, 12, puis 8. 15, 13, puis 8, excuse. Donc, cette discussion-là a eu lieu autour de quel âge, tu dirais? Là, tu sais, quand ils commencent, dans le fond, tu sais, autour de 10 ans, là, pour vrai, s'ils n'ont pas la technologie accessible, tu as besoin d'avoir des estifs de bons arguments pour ne pas être le pire père au monde. Là. Parce que, tu sais, en fait, c'est qu'on pense beaucoup aux médias sociaux, aux technologies et tout, aux médias sociaux et autres, là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi le lien social. Hein? Nous autres, on s'appelait peut-être, toi, je ne sais pas si c'était cette époque-là, mais on s'appelait avec un téléphone à fil. Ça nous maintenait un lien social. Tu es peut-être une génération un peu plus vieux. J'ai vécu la fin de ça, ouais. Ouais, c'est ça, la fin de ça. Moi, j'ai vécu ça. Mais moi, si tu m'enlevais mon téléphone pour booker mes parties, puis mes ci, puis mes ça, je perdais mon lien social. Fait que là, c'est ça qui arrive avec les jeunes, c'est que quand ils commencent à avoir le téléphone, il y a le lien social qui se crée aussi. Fait que ça, moi, ça a été autour de 10 ans. Fait que là, en même temps que ça, il y a eu les médias sociaux, etc. Et donc, les désirs qui ont augmenté aussi. Là. Fait que c'est autour de là, à un moment donné, que j'étais tanné de m'ostiner pour chaque niaiserie qu'ils me demandaient. Fait que j'ai dit à ma blonde, OK, là, on va régler ça, on va leur donner le pouvoir de leur argent. Super, j'aime ça. Ben, j'aime le fait de donner le pouvoir de l'argent, mais également de responsabiliser. Parce que je pense qu'il y a un revers de la médaille où est-ce qu'en donnant sans questionner, ben là, ils font des choix un peu niaiseux, comme moi quand j'ai acheté mon premier char, right? Parce qu'on me donnait de l'argent, parce qu'on ne m'apprenait pas la valeur de... Pas qu'on ne m'apprenait pas la valeur de l'argent, parce que je devais travailler pour l'avoir, mais je ne m'étais jamais fait questionner à est-ce que tu penses que ça va être une bonne chose? Là, c'est sûr qu'en regardant de l'arrière, je m'en veux un peu, mais c'est formateur de le voir de cette manière-là. Guillaume, merci beaucoup en fait du temps que tu nous as accordé jusqu'à présent. Puis comme je te disais tantôt, j'aurais quelques questions point, mais un peu plus existentielles également sur lesquelles j'aimerais ça qu'on termine le podcast. Je vais essayer d'être succinct. Quel est en fait le défi que tu as rencontré en devenant père auquel tu ne pensais pas ou peut-être pas au niveau auquel tu l'as rencontré? Je vais dire la vérité qui est montée immédiatement. Puis je l'ai découvert avec mon chien en premier. Parce qu'on a eu un chien avant d'avoir des enfants pour voir comment on allait réagir. Mon impulsivité de réaction. Dans le fond, je suis quelqu'un, tu me connais, mettons un peu, puis dans tous les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de calme, apaisé. C'est ça qu'on dit tout le temps de moi. Il n'y a rien comme mes enfants pour me faire réagir. Ouais, c'est vraiment de loin les petits êtres qui me font réagir le plus. Donc, j'ai beaucoup travaillé à, comme dans tout le reste, mais encore plus avec mes enfants, à ne pas réagir trop vite, à ne pas être dans le jugement trop vite, à ne pas... Parce que c'est tellement des miroirs qui te retournent tous tes petits côtés qui t'énervent toi-même, tu sais, que des fois, c'est difficile. Fait que, tu sais, plein de petits tricks, là, comme par exemple, avant de répondre quoi que ce soit à mon enfant, je prends 2 respirations minimum, tu sais. Quand on s'entend, là, pas tout le temps, là, mais quand c'est des affaires un peu plus... ça aide, là, tu sais. Bref, il y a plein de tricks, mais en gros, c'est ça. Super. Puis comme tu disais tantôt, puis je pense que tu as fait une publication à ce niveau-là où je t'avais entendu en parler à un moment donné que, tu sais, Puis qu'est-ce qui te fait le plus chier, c'est que tu réalises que tes enfants, c'est un miroir de qui tu es. Ben oui. Fait que si tu apportes cette émotion-là, ben c'est peut-être que parce que toi-même, cette émotion-là, c'est véhiculé. Ben oui, écoute, rapidement, la bouffe qui est ton domaine, littéralement,
la façon que je mange, moi, j'ai 2 de mes enfants qui mangent comme moi. Puis la façon que ma blonde mange, j'en ai une qui mange pareil comme elle. Littéralement. Là. Je te dis, on l'a vu à un moment donné. Fait que, tu sais, arrête d'essayer de dire de pas manger de sucre, puis fais juste ce que tu veux qu'ils fassent, puis ils vont faire exactement pareil. C'est un des centaines d'exemples. Ouais, 100%. Nos enfants ils vont faire qu'est-ce qu'on leur dit sur le court terme et ils vont faire qu'est-ce qu'on fait sur le long terme. Ah, même faire ce qu'on dit sur le court terme, c'est encore drôle. Ouais. Très court ou peut-être même jamais, effectivement. Ouais, exact. On parlait un peu de la relation que tu as eue avec tes parents qui se sont séparés à la jeunesse, quand tu étais jeune plutôt. Puis j'ai longtemps dit, moi, que je voulais devenir un père qui n'était pas comme mon père. Puis on veut toujours devenir mieux que les parents qu'on a eus. De ta perspective, qu'est-ce que tu voulais devenir en devenant père que tu n'avais pas reçu chez le tien? Ma mère n'aimera pas s'entendre ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Parce qu'elle écoute absolument tout ce que je fais. C'est sûr que c'est la présence, puis c'était pas de la faute à personne. Parce que, tu sais, c'était l'époque où ils se séparaient, le père avait l'enfant une fin de semaine sur 2. C'est ça, une fin de semaine sur 2, exact. Fait que c'est sûr que c'est ça. Puis, tu sais, je voulais vraiment travailler très fort à avoir une famille classique, selon les valeurs classiques. Ouais. C'est exactement le même principe pour moi. T'sais. J'ai vécu un père qui était présent aux 2 fins de semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il était présent? Ben, comme qu'il pouvait, dans le temps qu'il disposait. Mais ce que j'entends régulièrement sur les podcasts que je fais avec Devenir un super dad, c'est qu'il faisait qu'est-ce qu'il pensait qu'il était bien, puis qu'est-ce qu'il pouvait également. Basé sur l'information dont il disposait et basé sur les expériences qu'il avait vécues. Parce que sûrement que ton père était peut-être 2 fois plus présent que le père que lui avait eu par le passé. Puis, ben, socialement, qu'est-ce qui était accepté? C'est que c'était normal que mon père, en même temps, soit huissier, travaille dans un hôpital, puis ait un restaurant de déjeuner la fin de semaine. Pourquoi? Pour mettre du pain sur la table. Parce que c'est qu'est-ce que la société, ben, montre nos pères à devenir pourvoyeurs. Ça a grandement changé aujourd'hui. Mais un peu, c'est la raison derrière le podcast Devenir un super dad. C'est d'outiller des pères. Où est-ce qu'on est capable d'aller voir, d'aller chercher ce genre d'informations-là, de la bouche de vrais pères, pas d'études qui font même du sens sur papier, mais quand on la voit en vraie vie, ça fait aucun sens. Mais moi, j'étais un entrepreneur, hein, fait que j'ai des indicateurs clés de père présent. En fait, moi, je veux donner un bec au réveil. Je veux être là aux 2 principaux repas de la journée, donc le matin et le soir. Puis je veux donner un bec au coucher. Tu sais, quand tu as c'est comme ces 4 indicateurs-là, ces 4 moments-là, qui se résument à 2 finalement, il y a des fortes chances que si tu étais présent physiquement pour ça, il reste à être présent mentalement et émotionnellement, mais au moins tu étais là physiquement, puis le gros de la job est fait. Puis moi, j'ai ajouté les livres pour aller revenir de l'école. Fait que ça me donne un beau time frame le matin puis le soir pour vraiment être là pour mes enfants. Puis pour vrai, j'ai toujours fait ça. Puis à date, je vois aucun aspect négatif de ça. C'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un qui a des KPI pour être capable de décortiquer qu'est-ce que c'est la présence. Parce que je pose la question à tout le monde, OK, c'est quoi être un super dad d'institut à être présent? Mais concrètement, comment es-tu capable de quantifier la présence? Parce que, je le dis souvent, là, moi, je me rappelle que mon père n'était pas toujours présent, mais ce que je me rappelle, c'est des moments qui sont remarquables, qui sont mémorables. Je me rappelle de moments, je ne me rappelle pas de temps. Right? Fait que d'avoir des moments précis comme quoi tu es capable de quantifier je suis présent ou je ne le suis pas, je pense que rend la chose peut-être un peu plus atteignable ou plus concrète. Right? Comme quand on vient décortiquer la perte de poids, ben, c'est des actions au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation, mais ça rend ça le met en ton contrôle. Versus de rajouter, d'augmenter la distance entre ce que tu veux parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver. Exact. C'est bon, ça. C'est un peu de mettre les... T'sais, moi, j'étais un peu algorithmique dans ma façon de voir la vie depuis plus que je vieillis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient, que je ne suis pas émotionnel, que je suis pas... Non, je suis plus dans le...
OK, tu sais, si je me donne comme mission de donner un bec à tous les matins et à tous les soirs, ça veut dire que je suis là matin et soir la majorité du temps. C'est sûr que c'est pas des fois je pars, des fois je whatever, mais la grande majorité du temps, je fais ces deux actions-là. Fait que quand je manque pas ça, ben, c'est comme si ça vient avec plein d'autres probabilités aussi. Tu vas pas juste donner un bec puis tu sors, là, tu parles un peu, tu te colles un peu, tu vas dans le lit, tu demandes la journée, tu comprends? Ouais. Le matin, ben, tu te colles un peu, tu ouvres les lumières, tu comprends? Ça vient avec quelque chose d'autre. Faire à Puis, manger, même chose, c'est aucune maudite technologie. ouais. Je t'ai vu avec ta conjointe, en fait, je suis venu voir certaines de tes formations, puis il y avait vraiment un lien qui, entre vous deux, était vraiment fusionnel, puis de ce que je pouvais voir vraiment intense. Là, tu me parles, en fait, de quantifier, puis d'avoir des KPI, des Key Performance Indicators au niveau de la famille de tes enfants, mais tantôt, tu t'es décrit, en fait, tu as dit amour, énergie, mission. Au niveau de l'amour relationnel, comment est-ce que tu viens quantifier ça? Quel est ton algorithme pour ça? Ben, c'est très similaire. Donc, le bec et le câlin au réveil. Puis la même chose en soirée. Ça, c'est très similaire. Puis, écoute, c'est sûr que nous autres, dans le fond, j'ai goût de dire, on est nés ensemble, adultes. Ça fait 21 ans bientôt qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, j'ai 41, ça te donne un peu une idée, là. Ce qui fait que on a tellement appris à vivre ensemble que le plus gros défi qui restera toujours, je pense, c'est d'être les gestionnaires de famille versus d'être le couple. Puis, tu sais, je te dirais que ça c'est un classique, je suis pas différent des autres, là. Si les soupers de dating sont pas prévus, si les petits getaways de 2 jours sont pas prévus, si les voyages ensemble sont pas prévus, ça risque d'éloigner le couple. Tu sais, moi, je dis tout le temps, un petit 2-3 jours, des fois même c'est 24 heures, au moins par saison, là, tu sais, en couple. Partez, là, tu sais, parce que sinon, c'est des moments de rapprochement très intenses qui permettent de naturellement gérer la famille après, sans perdre la connexion. Mais là, si tu le fais pas pendant 6 mois, 12 mois, là, c'est comme si la dernière fois que tu l'as fait, on dirait que ça maintient pas le petit spark. Puis, tu parlais tantôt, en fait, tu voulais avoir une famille traditionnelle. Est-ce que tu t'es mis beaucoup de pression lorsque tu as rencontré ta conjointe puis vous avez eu des enfants de t'assurer? As-tu certaines craintes, des croyances, des peurs face au fait de peut-être pas répéter l'expérience de tes parents? Ben, moi, dans le fond, c'est bizarre parce que si tu recules, mettons, à 18 ans, entrepreneur pour la première fois, j'ai mangé une maudite volée. Je suis devenu adulte d'un seul coup. Puis ce qui est particulier, c'est qu'à 19 ans, je suis sorti pendant 1 an avec une femme de 30 ans qui avait un enfant de 2 ans. Fait que ce qui fait que moi, quand j'ai rencontré ma blonde, là, je savais exactement ce que je voulais et ce que je voulais pas. Là. Puis il y avait 2 choses qui étaient vraiment claires. C'était, je veux des enfants. Pour vrai, j'ai demandé ça, je pense, la 2e fois que je l'ai vu. Tu veux-tu des enfants? Puis je veux une famille unie. Tu sais, je veux un couple pour le long terme. Je veux bâtir quelque chose. Puis fait que moi, c'était déjà très clair. Fait que, tu sais, j'ai goût de te dire, dans son cas, elle est rentrée avec des attentes qui étaient claires. Puis à partir de là, moi, j'ai toujours dit, tu sais, on s'est dit oui au début. On a fait ce choix-là. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve. Je ne suis pas plus protégé que personne. Mais quand tu dis c'est un choix et on s'est entendu là-dessus, quand arrivent les petits pépins ou les plus gros pépins, tu ne cherches pas des options pour aller ailleurs. Tu te dis, garde, on va passer à travers ça et on va travailler fort. Puis là, ben, il y a mille et une choses aussi. Comprendre ces langages de l'amour, ça a été extraordinaire. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là. Ouais. Je pense que c'est important, en fait, de jamais perdre l'essence du couple, même quand la famille se forme. Quel conseil est-ce que tu aurais... Est-ce que le Guillaume Bareil d'aujourd'hui donnerait au Guillaume Bareil quand il a appris que sa conjointe est enceinte?
Hmm. Ça va être à la fois la plus belle aventure et la plus challengeante que tu auras jamais vécue de ta vie. Parce que, dans le fond, puis la beauté provoque les challenges. Dans le sens où en tout cas, moi, j'ai eu mon premier bébé dans mes bras, j'ai pleuré sans arrêt pendant 1 heure, je pense. Plus capable de parler, je faisais juste pleurer. Il y a quelque chose qui se passe en toi, le moment, là, tu sais. Puis là, en tout cas, je vais parler pour un homme, tu deviens le pourvoyeur, le protecteur, le confident, tu es prêt à tout pour cet enfant-là. Là, en tout cas, moi, c'est ça que ça a activé en moi. Donc, c'est beau, mais ça vient avec les challenges de OK, là, elle est rendue, elle a 15 ans, puis elle va avec une amie au centre d'achat, là, puis elle part pour l'après-midi, puis je ne sais pas elle est où, là, tu sais. Puis c'est correct, c'est parfait, mais en même temps, moi, je suis pas bien, là, tu sais. En tout cas, tu comprends, c'est tellement fort comme amour, c'est tellement, intense, puis en même temps, il faut que tu les laisses vivre de façon autonome, ces enfants-là. Tout n'est pas grâce à toi, puis tout n'est pas à cause de toi non plus. Fait que, faut que tu les laisses vivre de façon autonome, mais ça vient avec des grands challenges émotionnels, mentaux et autres. Puis c'est ça. Mais c'est la plus belle et challengeante aventure que tu vis comme être humain, à mon avis. Mais j'aime la manière que tu l'apportes, où est-ce que la beauté apporte le challenge, puis j'imagine également que le challenge apporte la beauté aussi de l'autre côté. Ben oui, c'est clair. Quand eux vivent des challenges, quand tu les accompagnes là-dedans, puis que finalement ils persévèrent, puis ils s'améliorent, puis whatever, tu sais. Puis fait que là, ça devient super beau, puis là, ça crée un lien plus solide entre père et fils et fille. Là. Ouais. Ouais. On parlait tantôt de sens. Ça, c'est une question que j'aime poser à des personnes qui ont l'impression d'avoir perdu leur sens, puis que je veux te poser à toi, pas parce que j'ai l'impression que tu as perdu, mais j'imagine que tu l'as peut-être eu à faire ou ce type de réflexion-là. Si on se projette au jour, en fait, que ton histoire sera terminée, comment est-ce que tu souhaites que tes enfants se rappellent de toi après ton décès? Mon père m'aimait. Je veux qu'ils ressentent constamment que je les aime, puis que j'étais là pour eux. Puis c'est ça, que j'étais là pour eux. Tu sais, ça vient avec du moment où ils sont conscients que je les aime. Tout le reste que je fais, ils comprennent que c'est pour leur, c'est parce que je les aime. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai goût de dire, parce que tu as parlé de sens, pour vrai, moi je dis souvent à ma blonde, moi mon couple et ma famille, c'est ma fondation. Là. Puis je peux toujours revenir à la maison, tu comprends? Je peux faire les projets professionnels que je veux, je peux aller n'importe où dans le monde avec des chums, je sais que je peux toujours revenir à la maison puis qu'ils vont être là. Tu comprends? Ça, là, c'est dans la perte de sens, parce que ça fait partie des endroits où tu peux partir. Tu peux toujours revenir le soir, donner tes becs, te coller avec ta blonde. Est-ce que c'est réconfortant? C'est vraiment une vraie fondation. Puis moi, je dis tout le temps à ma blonde, ce que j'allais dire, c'est que il y a des moments où si j'avais été seul, pour être honnête, là, d'après moi, j'aurais essayé des drogues, j'aurais essayé des parties, tu comprends? Il y a plein d'affaires, il y a plein de moments où j'aurais été chercher quelque chose que j'aurais pas su comment combler par quelque chose de positif, on va dire. Je l'aurais probablement cherché dans le négatif ou dans le nocif. Mais comme j'ai cette fondation-là, je suis toujours bien chez nous, je reviens toujours à ma fondation. Fait que ça me permet après ça d'aller dans le monde et d'essayer des affaires en étant toujours très au clair avec ce qui m'attend bien. Puis ce que je trouve super beau également, je te rapporte à la première minute de notre entrevue, quand je t'ai demandé de te présenter, tu as dit je suis un père, je suis un mari ou conjoint, je suis un fils et je suis un entrepreneur. Parce que d'avoir ce sens-là, puis on l'entend tellement quand il y a des personnes qui nous donnent leur elevator pitch, quand ils se présentent, que ça passe en dernier. Mais ce que j'aime voir dans le podcast Devenir un super dad, c'est que la majorité des pères
auxquels je parle se définissent par leur succès familial bien avant leur succès entrepreneurial. J'ai une dernière question pour toi. Guillaume, qu'est-ce que ta définition d'un super dad? Ben, je pense que je vais juste retourner ce que tu viens de dire, dans le sens où je pense que c'est l'homme qui met en priorité son rôle de père. Puis, j'ai goût de dire, tu sais, surtout lorsque les enfants sont dépendants. Tu sais. Parce que moi, si mettons, on se projette dans 10 ans d'ici, puis que ma plus vieille a 25 ans, ça se peut que des fois, je me priorise. Mais je suis très conscient que c'est vraiment pas long, la période de temps qu'ils sont avec nous, puis qu'ils sont un peu dépendants, puis que, bref, on est important vraiment pour eux. Je pense qu'un super dad priorise cette période-là, il priorise ses enfants, quitte à peut-être voyager un peu moins, lancer un peu moins de projets, faire un peu moins d'argent. Puis c'est pas nécessaire. Ça peut être complètement décorrélé, là. Mais il y a des choix conscients qui doivent être faits pour maintenir l'harmonie familiale. Tu sais. Moi, il y a plein de choix que je reporte temporairement parce que c'est pas le moment de la vie où ça fait du sens. Tu sais, si je fais certains choix qui vont mettre fragiliser mon harmonie familiale, c'est complètement stupide, là. C'est comme de dire, on va faire un deuxième étage à la maison, mais en même temps, on va laisser la fondation rentrer de l'eau puis craquer. C'est pas le moment, là. Laisse le deuxième étage pour plus tard, occupe-toi de ta fondation. Tu sais, c'est un peu ma façon de voir les choses, là. Mais c'est de comprendre, puis je pense que on a des fois où c'est peut-être, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est de la manière qu'on l'explique. Quand il a priorisé les autres, en devient délétère pour toi-même par la suite, c'est de comprendre que la seule raison pourquoi est-ce que tu es capable aujourd'hui de prioriser ta famille, tes enfants, ta femme, c'est parce que tu as fait les efforts nécessaires pour avoir le mode de vie et être la personne que tu es aujourd'hui pour avoir cette capacité-là. Parce que si tu étais tombé dans la drogue, si tu avais encore le 1001 projets, ben, tu n'aurais pas la capacité de prioriser tes enfants, mais parce que tu as fait des choix, ben, tu t'es priorisé pour être capable de mieux prioriser les autres. C'est la manière qu'on l'explique. Guillaume, je te remercie énormément en fait du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Vraiment une discussion qui, pour moi, était super importante que je voulais avoir avec toi. Comme je te l'ai dit depuis le premier moment que je t'ai vu apparaître sur mes médias sociaux, que j'ai osé venir te serrer sur la pince, la pince quand on était au spa à Sherbrooke, drôle d'histoire. Tu es une personne que j'idolise beaucoup. Tu me disais tantôt que tu es une personne qui est réactive, mais on voit en fait que tu as un certain wisdom qui vaut la peine d'être entendu puis partagé à plus grande échelle. S'il y a des individus en fait qui connectent avec ton message, qui aimeraient en apprendre davantage sur qui Guillaume Bareil est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? guillaumebareil.com, puis sinon Guillaume Bareil sur mes médias sociaux. Puis comme je disais tantôt, dans le fond, moi je travaille avec des entrepreneurs et qui ont des entreprises de toutes sortes ou des experts qui veulent vendre leur expertise, etc., un peu comme toi. Puis moi, je les aide à structurer tout dans leur vie et leur business. Fait que, vie personnelle comme opération, ressources humaines, marketing, vente, etc., pour qu'ils soient libres de choix, bien dans leur peau, puis prospèrent. Fait que c'est ça que je fais. Fait qu'après ça, trouvez-moi, puis googlez-moi. Puis j'ai goût de ça, tu me permets, j'ai goût de laisser peut-être un mot de la fin, parce que j'ai oublié de le mentionner, puis je m'en veux un peu, parce que c'est tellement important dans mon cheminement de père. Dans le fond, la graine qui a été semée en moi pour vouloir pour être là, ça monte à cause que c'est mon grand-père. Dans le fond, moi, je suis le plus jeune petit enfant, mais j'étais peut-être pas le plus proche. Je pense que j'étais le plus proche, mais en tout cas, un des plus proches de mon grand-père. Puis mon grand-père, juste pour te faire l'histoire très courte, il a travaillé très dur toute sa vie, toujours manqué, tu sais, ça a été tough, là. C'était 7 enfants, pas beaucoup d'argent, bon. Puis 26 opérations dans sa vie. Tu vois le portrait, là, tu sais, un homme qui l'a eu tough. Puis quand j'avais 18 ans, on prenait un petit rhum. Puis il a bu de l'alcool aussi un peu. Puis
il était de même à un party de Noël, puis il se berçait, puis il parlait un peu oh, mon petit gars, là, puis je suis l'homme le plus riche au monde. Il me disait ça, tu sais. Puis dans le fond, il disait, regarde ça. Puis c'était toute notre famille. Puis il me racontait ça, que il a toujours été riche parce qu'il a toujours eu sa famille, puis encore aujourd'hui, il est riche parce qu'il a sa famille. Puis moi, ça, c'est ce moment-là, ce soir-là, ce 31 décembre-là, à mes 18 ans, j'ai pris la décision d'avoir des enfants. Puis ça m'a jamais quitté. Puis si tu regardes toute la discussion qu'on a eue, ça atteint tout ce que je fais puis pourquoi je le fais avec ma famille. C'est magnifique. Merci d'avoir partagé ça, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci encore une fois. Puis, j'espère que cette discussion-là n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd puis qu'on se rappelle que la meilleure manière, en fait, d'élever des enfants, c'est de trouver sa propre voie. Mais ça commence en se questionnant puis en trouvant son purpose, son but, pour avoir la capacité, ultimement, de guider notre famille vers la santé et l'épanouissement comme on le chez les Superdads. Donc, une fois de plus, merci Guillaume. Puis sur ce, on va se revoir dans un prochain épisode du podcast Devenir un Superdad. À très bientôt.